Hello la famille, Africa Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Focus CAN pour ce tout nouveau numéro consacré à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Et avec moi, pour en parler de cette actualité sportive, Aziz Adewale Chondi, bonjour. Bonjour Marie-Paul, mesdames, messieurs, bonjour. Mais également avec Joseph Willy, bonjour. Bonjour Marie-Paul, bonjour aux téléspectateurs. Nous sommes également en compagnie des supporters sénégalais. Bonjour. À titre de rappel, comme les supporters sénégalais, vous pouvez vous rendre dans les locaux de la chaîne panafricaine Label Radio et Télévision pour participer à cette émission. Et puis Aziz, les quarts de finale se sont achevés, des quarts de finale qui ont vu certaines équipes déjà se lancer dans les demi-finales, en l'occurrence en Algérie, Côte d'Ivoire, à Madagascar, Tunisie. Nous commençons par le tout premier qualifié, Algérie-Côte d'Ivoire. Alors Algérie-Côte d'Ivoire, le match a été serré, comme on pouvait se l'imaginer. L'Algérie aurait pu, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, à l'entame de la rencontre, à l'image de ce but manqué par Wilfried Zaha, par également les loupés de Gradel. Alors, on a vu ce ballon enroulé. Gradel, c'est vrai qu'il n'a pas eu de réussite pour catapulter les ballons au fond des filets, mais qui a été à l'initiative. Malheureusement, à la conclusion, on a eu des attaquants pas très expérimentés, c'est vrai, talentueux, mais qui n'ont pas, on le répète, l'expérience d'un Gervinho pour arriver à faire la différence et s'imposer. L'Algérie a réagi, comme on l'a vu, avec en première période un nombre d'actions de but vraiment faible par rapport à la Côte d'Ivoire. L'Algérie est parvenue en deux occasions, au bout de la deuxième, à ouvrir la marque et peut-être à imprimer son rythme à la rencontre avant les développements qui ont suivi. Joseph Willy, on a vu une Côte d'Ivoire battante, une Côte d'Ivoire qui ne s'est pas laissée dominer par une équipe algérienne plutôt en forme. Oui, dans les premières 45 minutes, je pense que Côte d'Ivoire était bien jouée, dominait le match, mais ce qui a manqué, c'est une véritable location pour marquer le but. Parce que tous les buts qui sont tirés, c'est le gardien enlève ou bien mettre à côté. C'est ça aussi, peut-être, il était dans des pétitions pour gagner cette match. Et il n'est pas prenait quelques proportions pour aller doucement créer véritable location pour marquer le but. Vous avez vu quand l'Algérie a monté deuxième, troisième, ils sont marqués de 7 buts. Je ne sais pas, peut-être ce qui s'est manqué dans l'équipe de Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle en anglais un talisman dans le milieu du terrain, qui peut aussi pousser le joueur pour aller au haut des centres, pour jouer le ballon. Moi, je pense qu'il était bien joué, mais malheureusement, il était battu. Aziz, un gros choc de quart de finale comme il fallait s'y attendre parce que les deux équipes se sont séparées au terme de tirs au but. Oui, et des tirs au but qui n'ont pas réussi cette fois-là, malheureusement, à Sérédier, le capitaine, qui a été pour moi le joueur le plus présent et celui qui, du côté ivoirien, on va dire, a donné son corps à la patrie parce qu'il a été à l'origine de pas mal de sauvetages pour empêcher que les Algériens n'aggravent le score pour complètement prendre le large. Les tirs au but, c'est vrai que ce n'est pas garanti lorsqu'on y arrive que tout va bien se passer, mais les équipes qui sont véritablement compétitives se préparent à cette échéance et comme on le voit dans la plupart des équipes maghrébines, excepté le Maroc peut-être qui n'a pas eu de baraque à cette fois, en général ce sont des équipes préparées à l'épreuve des tirs au but et qui tirent très bien, souvent en force, en choisissant un angle. Est-ce que là, face à ces résultats, on peut taper sur la tête du coach en disant que si Gervinho aurait été là, il aurait peut-être changé le match? Ben, écoutez, l'entraîneur a assumé ses choix. On considère qu'il a également estimé que sans Gervinho, son équipe était valable. Ils ont été
éliminé en quart de finale et à l'épreuve des tirs au but, ce qui n'est pas très mal. On peut penser qu'il a manqué de baraka ou de réussite pour passer l'épreuve des tirs au but. Maintenant, il y a sûrement, au niveau de l'organisation du jeu de l'équipe, des aménagements à faire. C'est l'entraîneur, de toute façon, qui devrait tirer les enseignements de cet échec pour arriver à proposer mieux au public et aux Ivoiriens. On se tourne vers les supporters sénégalais. Vous avez suivi la rencontre Algérie-Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire était plutôt nonchalante face à une équipe algérienne plutôt en forme au cours de cette compétition? Oui, avant tout, je dis bonjour ou bonsoir. Bon, on a suivi le match Algérie-Côte d'Ivoire, mais c'était un bon match. Il y avait le suspense en plus. Parce que les Ivoiriens, vraiment, ils étaient à la hauteur de gagner ce match, mais ils n'ont pas pu concrétiser leurs atouts qu'ils avaient, franchement parlé. Mais l'Algérie, vous savez que les pays maghrébins, bon, ils jouent avec un statut, le cursus de jeu aussi. Ils nous ont prouvé quand même, ils ont de l'expérience de jouer dans ces matchs-là. Ils ont montré qu'ils étaient à la hauteur. C'est ça. On a vu un Djamal Belmadi presque en larmes face à l'épreuve des tirs au but. Oui, en larmes, mais il y a eu d'ailleurs Bagdad Boucheda, je pense, qui a raté le penalty pendant le match, qui avait été sorti, qui était lui véritablement en larmes, qui pleurait à chaudes larmes parce que il se disait certainement que si l'Algérie ne se qualifiait pas, il allait être tenu pour responsable de cette élimination en raison du penalty qu'il a eu pendant le match et qu'il n'a pas pu concrétiser. Mais vous savez que les joueurs, quel que soit leur rang, peuvent rater un penalty. On a les plus grands qui en ont raté et ça peut arriver pour les joueurs qui sont à un échelon inférieur. Ça peut arriver, quel que soit son statut, en tout cas de rater un penalty. Maintenant, il faut essayer de se donner les moyens de le tirer correctement. Mais quand on rate des pénaltys, on l'a vu, ça peut coûter cher à sa sélection. Oui, parce que parmi de 11 des joueurs qui sont dans le terrain, le gardien inclus, on apprend comment on tire le but. Parce que quand tu regardes le tir de but, 80 ou bien 95% le pénalty tiré, ça part à droite. À droite, il faut regarder depuis ton tir de pénalité, ça part aussi. Parce que on prétend que pour le gardien, enlever le bal qui vient d'ici, en tirant le but, c'est un peu difficile pour eux. Mais vous, qui tire le but, tu vas regarder entre le poteau et la position du gardien. Et puis, il y a aussi la précision dans le bal. Là, le bal pour tirer. Tu ne peux pas aller faire ce que Wilfried Bony a fait. Il a bien prendre la position, mais la balle n'est pas... Je pense que Sérédi aussi, on a raté un. Oui, Sérédi, on a raté. Sérédi a... Non, Sérédi, et puis Wilfried... Je pense que c'était... Je pense. Voilà ce qu'il a fait. Il a mal calculé la position le gardien et la pose. Ça voyait sur la pose. Même Wilfried qui a raté le premier pénalty, il a pris la position. Et c'est mal calculé aussi. La force qui lançait le ballon n'était pas trop forte pour. Même si le gardien a pu chercher à attraper, ça peut foigner la main du gardien, toujours, je vais là, on le pose. Même si ça peut frapper ici, si ça monte au moment que le gardien peut lever pour chercher le ballon, ça peut tomber sur son dos pour rentrer dans le but. Tout c'est le technique pour prendre comment on tire le but. Maintenant, quand tu allais caresser le ballon comme il allait caresser le gardien, il va dire, oh, ça c'est le meilleur gardien, il a attrapé le penalty. Donc c'est ça qui est arrivé de Côte d'Ivoire. Quand tu peux prendre ça, regarde ceux qui tirent le but, le joueur qui sont le pied gaucher. Ceux qui sont le pied gaucher, ils ne blaguent pas. Quand il prend c'est frappe, il n'est pas allé caresser le ballon comme les autres joueurs, il va aller faire pour le gardien, il va attraper. Algérie-Côte d'Ivoire, premier quart de finale qui a vu l'Algérie remporter cette confrontation. Et puis comme à l'accoutumée, comme chaque match, un homme a été élu meilleur joueur de cette rencontre. Regardons de qui il s'agit.
Ce trophée-là ne veut rien pour moi en fait. Je pense que le meilleur trophée c'était de se qualifier pour les demi-finales. Mais voilà, ça j'ai pas d'impression là-dessus. Tout ce que je peux dire, voilà, bon vent à tout le monde, surtout à l'équipe d'Algérie. Je ne peux que les remercier, ceux qui ont cru en nous. C'était pas facile dès le départ parce qu'on a été critiqué par rapport à notre système de jeu. Mais voilà, c'est au fur et à mesure qu'on... C'est une nouvelle équipe, c'est une jeune équipe, on va essayer de s'aguerrir. Et voilà, il y a encore d'autres échéances. Je pense qu'on va devenir plus fort. Voilà, je demande à la population ivoirienne voilà, de ne pas se décourager. Il y a encore une CAN qui approche bientôt, on va travailler, bosser ensemble pour revenir plus fort. Merci. Le gardien de but ivoirien, Bohou, élu homme du match. Aziz? Oui, enfin, si j'avais le choix, certainement que j'aurais préféré Sérédier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, sur ce match qui a été, de mon point de vue, décisif. Bon, mais le gardien également a eu son rôle à jouer puisque l'équipe a eu ce parcours-là, elle s'est arrêtée au tir au but. Mais honnêtement, pour moi, l'homme du match aurait dû être Sérédier, le capitaine. Joseph Willy, homme du match, le gardien de but ivoirien. Oui, parce que dans le jeu, c'était ouvert, il a quand même fait, l'effort pour arrêter certains buts que Côte d'Ivoire peut concéder, mais c'est pas mal sur le Kourou. Oui, j'ai validé l'homme de match de cette jeu. L'Algérie qui est d'ores et déjà en demi-finale et qui rentre dans qui jouera tout à l'heure. Et puis, dans le même élan, on a eu un Madagascar, Tunisie. La Tunisie, les Fennecs qui sortent cette belle équipe malgache. Oui, non mais écoutez, on voyait venir, hein, là, vraiment sans être mauvaise langue, on voyait bien que cette équipe malgache, malgré la détermination, l'envie, allait s'arrêter là, parce qu'elle a débauché, elle a fait une grosse débauche d'énergie lors des précédentes rencontres, et ça s'est vu. Elle a payé pour tous les efforts qui ont été fournis lors des matchs précédents. La plupart de ces matchs ont été remportés après avoir fourni de gros efforts physiques. Mais écoutez, la compétition est longue, au bout d'un moment, vous payez tous ces efforts que vous avez faits, toute cette débauche d'énergie finit par vous rattraper. On a vu que sur ce match contre la Tunisie, il n'était plus en capacité de maintenir les rythmes imposés aux adversaires lors des matchs précédents. Or, je crois que la principale force de cette équipe de Madagascar est au-delà de sa cohésion, sa condition physique qui était quand même remarquable. Une valeureuse équipe malgache, Joseph Willy, mais on l'a vu, c'est un collectif emmené par 11 joueurs, et ce sont les mêmes 11 joueurs qui ont joué presque sinon tous leurs matchs. Est-ce que cela n'a pas eu un impact sur la confrontation face à la Tunisie? Ça aussi dépend aussi de l'entraîneur d'équipe. Si tu regardes le banc, il n'y a pas ce que tu peux mettre, ce qui peut donner ce que tu veux. Tu peux les laisser sur le banc. Mais dans une compétition, comme on dit, il y a toujours des favoris, des second chance, qu'on dit souvent des outsiders et des toka. Donc le toka était de première liste, 8 équipes qui ont été éliminées. Maintenant, quand on regarde de surprise, c'était de Madagascar qui était dans des compétitions. Mais il s'arrête là parce que c'était une équipe surprise. Quand vous allez croiser une équipe qui est bien préparée pour le quart de finale, on va être éliminé. On en va de Bénin, on en va de Madagascar. Donc c'est une équipe. Même si on peut dire, on peut critiquer, il ne peut pas dans des compétitions parce qu'il y a des équipes. Quand on fait une leçon, on peut dire que là, il va aller jusqu'à quart de finale. Cette équipe, il va aller jusqu'à demi-finale. Mais on ne peut pas attendre que Madagascar peut traverser le quart de finale. Peut-être dans cette compétition, mais dans celle-là, qui veut croiser une équipe comme la Tunisie, qui pose le ballon, qui tape bien, il veut créer l'occasion pour marquer le but. Voilà ce qui est arrivé. Donc, Madagascar a été bien joué. La première fois, arrivé au quart de finale. J'ai des chapeaux d'équipe Madagascar. Aziz, une équipe plutôt éreintée.
Ah oui, bon, c'est vrai que leur entraîneur, Nicolas Dupuis. au départ, avait dit avant le match, disait qu'il avait été surpris par ces joueurs qui étaient restés frais physiquement. Mais bon, peut-être qu'il a mal apprécié parce que on a vu que sur le plan physique, ils avaient complètement craqué et ça a donné le résultat que nous avons. C'est une équipe qui a été dépassée. Logiquement, je pense que Madagascar, qui n'a pas démérité lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, a été éliminé. Ce n'est pas une surprise. Le parcours de Madagascar a été apprécié de tout le monde. On espère que l'équipe va maintenir cette dynamique, qu'elle va continuer à travailler pour peut-être, on l'espère, revenir à la prochaine Coupe des Nations à ce niveau. On se tourne vers le 12e Gaïndé. Madagascar, une jeune équipe, mais qui a montré qu'elle était capable au cours de cette compétition. Elle était capable d'affronter les grands malgré le faux pas fait avec la Tunisie. Permettez-moi de saluer d'abord les téléspectateurs et de dire que c'était un très bon match. Je crois que les Malgaches ont joué, comme on a l'habitude de dire, ils ont joué avec le cœur, ils ont joué comme le style sud-américain. Mais la Tunisie s'est très bien débrouillée. Ils ont su gérer les temps forts et les temps faibles pour vraiment atteindre leur objectif qui est la victoire. C'est comme ça que je peux résumer le match. C'est l'expérience qui a fait la différence. La Tunisie, il faut le rappeler, la Tunisie qui nous a montré une autre facette d'elle. La Tunisie que, comme François l'a dit au cours de nos différents plateaux, à chaque match, une nouvelle performance. Et là, la Tunisie a montré de quoi elle était capable. Et puis, on va à la rencontre de l'homme du match. Facile. 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 Allons. Facile. Facile. Hein? Voilà. Maintenant, vous voulez répondre à deux questions. Après, hein? الحمد لله ربي على الكاليفيكاسيون هذيا نهديها للشعب التونسي الكل. اليوم ورينا احنا رجال رغم ما عندناش وقت كبير باش نرتاحوا. La Tunisie, on le rappelle, qui a sorti Madagascar 3-0. 3-0. En fait, il faut quand même se rappeler que la Tunisie est la deuxième équipe africaine au classement FIFA. Il y a le Sénégal, premier, la Tunisie, deuxième. Et je crois que ce classement-là n'a pas changé depuis 3 ans environ. La Tunisie, même si elle a démarré la Coupe d'Afrique des Nations difficilement, est une équipe supérieure à Madagascar, avec des joueurs supérieurs, avec certainement un encadrement différent. Les Tunisiens sont présents en finale quasiment de toutes les coupes africaines des clubs. Actuellement, le championnat tunisien est rehaussé par les performances des différents clubs et par tout ce qu'il y a derrière comme organisation. Donc c'est une victoire de l'Algérie quand même qui était attendue, même si Madagascar a fait des prouesses. Parce que c'est deux équipes qui ne jouent pas avec les mêmes valeurs. Vous avez d'un côté des joueurs qui ont une grosse expérience de la compétition de très haut niveau, et puis de l'autre côté des joueurs qui ont été portés par un certain fighting spirit, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. La volonté ne suffit plus au bout d'un moment pour porter l'équipe et obtenir les résultats. Il faut ajouter à la volonté des capacités réelles. Ce que la Tunisie nous a montré, ce qui nous emmène à tomber au thème du jour, les favoris au rendez-vous. Ils sont en route pour le dernier carré. On l'a vu, on le voit avec les affiches du jour des demi-finalistes. On a les 3 derniers finalistes de la Coupe du Monde en Russie, que sont le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Et c'est l'Algérie qui s'est faufilée à côté de ces 3-là. Ce n'est pas une surprise. Hein. Non, ce n'est pas une surprise. Les équipes africaines
qui se retrouvent dans le dernier carré actuellement dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On prend la Tunisie, le Nigeria, le Sénégal. Bon, excepté l'Algérie qui avait été absente, sont des équipes qui avaient été à la Coupe du Monde, donc qui étaient les meilleures du continent, même si à ce moment-là, elles n'avaient pas eu les prestations qui étaient attendues. Donc ce sont les meilleures équipes du moment qui se retrouvent dans ce dernier carré. Joseph Willy, des équipes que l'on retrouve pour ce dernier carré, demi-finale, on a le Nigeria, on a le Sénégal, on a la Tunisie, mais également l'Algérie, ce n'est une surprise pour personne. Moi qui pensais à Madagascar, mais hélas... Le match ne va pas à Madagascar, mais quand on regarde de 4 équipes qui sont dans les demi-finales, on regarde aussi le développement du football en africain. Tu vas voir que c'est entre Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Au niveau du club, au niveau du joueur, tu vas toujours trouver dans cette zone. Moi, ce n'est pas une surprise pour moi, mais ça a aussi donné comment le football africain évoluait. Sénégal, très bon joueur, Côte d'Ivoire, Tunisie, Algérie, au Nigeria, ça c'est pas une surprise pour ceux qui sont connus du football africain. 12e Gaïndé, ce n'est pas une surprise. C'est ces 4 équipes que nous retrouvons pour le carré final, pour les demi-finales. On a l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie également. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ce n'est pas une surprise du moment que tout le monde aurait bien voulu voir Madagascar dans le dernier carré. Mais malheureusement, ils ont été victimes du syndrome du petit poussé. Au fur et à mesure de la compétition, les organismes s'usent. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. On peut dire aussi que peut-être qu'ils avaient juste le 11 type. Ils n'avaient pas un banc qui était assez garni. Donc c'est très léger que ce dernier carré, que ces 4 équipes y figurent. Comme vient de dire M. Willy, nous avons 2 Maghrébins et 2 Ouest-Africains dans ce carré d'as. Signe de leur suprématie sur le football africain. Et avant de passer au match du jour, nous vous avons concocté les plus beaux buts, sinon les grandes sensations de ces quarts de finale. Et nous revenons tout juste après. C'est fait, le Bénin sort de la CAN Total 2019. Le Sénégal est qualifié pour les demi-finales de la CAN. C'est une première depuis 2006. Le Sénégal qui bat le Bénin sur le score le plus petit qu'il soit. 1-0, un but de Gana Gueye sur une offrande de Sadio Mané. C'était là ces moments forts de cette étape des quarts de finale et nous rentrons petit à petit, mais sûrement, vers ces demi-finales qui verront la Tunisie s'affronter au Sénégal pour le premier match qui se déroulera à 17 h. On a vu une Tunisie très passive, une Tunisie qu'on peut dire qu'on a un petit peu poussée, Tunisie qui passe en tant que meilleure 3e avec une équipe sénégalaise plutôt en forme qui compte en son sein l'un des meilleurs joueurs africains du moment. Que peut-on attendre de ce match Tunisie-Sénégal ? Écoutez, il faut noter que la compétition est longue. Et il y a les grandes équipes abordent les compétitions souvent à peu près de la même manière. On a l'impression que c'est timide, mais vous verrez que les matchs qui ont suivi ont montré que les matchs de football ne se ressemblent pas. Lorsque vous êtes face à des équipes de très haut niveau, vous verrez que les matchs des demi-finales seront explosifs. Ce seront des matchs de qualité, parce qu'il y a des joueurs de stature mondiale dans ces équipes. À un moment donné, il y a l'ego des joueurs, il y a aussi le dispositif collectif qui va jouer. Chacun aura à cœur de rehausser son niveau pour montrer qu'il n'est pas là par hasard. Donc ce sera un match difficile, mais je crois que les Lions du Sénégal ont l'avantage d'avoir une équipe qui ne joue pas seulement mieux, mais qui fonctionne mieux. Je crois que pour la dernière rencontre face au Bénin, on a retrouvé des automatismes au niveau de l'équipe du Sénégal. C'est vrai qu'il n'y a pas eu plusieurs buts, on aurait pu en avoir. Le Sénégal a mieux joué au milieu du terrain et on a retrouvé
cette complicité entre Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, et peut-être un Sadio Mané disposé sur le terrain, un peu comme à Liverpool. Et peut-être que c'est ce qui va se poursuivre et, à mon avis, qui va donner plus d'arguments au Sénégal. Joseph Willy, en Sénégal, Tunisie, Aziz nous l'a dit, un duo qui a marché, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané. Est-ce que selon vous, ce même duo va marcher aujourd'hui? Oui, je pense, parce que la dernière fois qu'ils ont joué, le Bénin, c'était bien marché entre deux dés. C'est ça le problème parfois pour l'entraîneur, pour il et pour mettre le joueur là où il faut, quand il vient d'équipe nationale. Maintenant, on a aussi, quand tu regardes l'équipe de Nigeria aussi, je vais te donner un exemple. Quand on met Iwobi à droite, il ne joue pas bien. Le Nigérian rappelle qu'il jouera tout à l'heure. Non, dedans cette équipe, parce que si Iwobi joue à droite, on va mettre Mikel Obi au milieu du terrain. L'équipe, vraiment, il trouve ça difficile à jouer. Mais quand on met, si Mikel il ne joue pas dans ces derniers matchs qu'il n'est pas joué, on met de petits Iwobi au milieu du terrain, tu vois comment il pousse pour que les autres y jouent. C'est ça aussi le problème. Ça peut aussi jouer dans les autres équipes. Si le joueur n'est pas mis dans leur fonction dans l'équipe nationale pour qu'il lui donne ce qu'il vaut dans l'équipe nationale. C'est ça qui, quand tu vois dans, la dernière, tu vois, Mané était bien joué, il a marqué 2 buts, malheureusement il était roulé hors jeu. Si ce n'était pas ça, il peut même dépasser, il peut être le meilleur buteur dans cette compétition à ce moment. Mais bon, je pense que s'il prenait le même avec Tunisie, ça va bien marcher pour l'équipe Sénégal. Le deuxième Gaïdé, le Sénégal est toujours à la conquête de sa première étoile, emmenée par Aliou Cissé. Est-ce que le Sénégal a toutes ses chances? Vous ne me direz pas le contraire, mais est-ce que le Sénégal a toutes ses chances face à cette équipe tunisienne? Effectivement, l'équipe, nous croyons la victoire. Et Inch'Allah, nous allons avoir la victoire parce que l'équipe du Sénégal, en dehors des individualités que nous avons, je crois que le mondial de la Russie a fait du bien à cette équipe. Parce que l'équipe a gagné 2 fois par rapport à la participation du mondial passé. L'équipe sait maintenant gérer les matchs, sait gérer leurs efforts physiques. Et l'entraîneur aussi a progressé par rapport à la gestion des matchs et comment gérer son effectif. Je crois que c'est quelque chose qui a fait du bien à l'équipe du Sénégal. C'est un plus. C'est ce qui nous manquait dans le passé. L'équipe, si vous remarquez, ceux qui étaient au mondial, ce sont eux aussi qui sont là. Mais beaucoup de choses ont changé, la manière de fonctionner, la manière de gérer l'effectif, la manière, même l'entraîneur. L'entraîneur a beaucoup progressé. Et je crois que c'est ce qui nous donne satisfaction jusqu'à aujourd'hui que nous sommes en demi-finale. Et je crois qu'avec la Tunisie, ça va bien se passer et nous avons espoir que nous allons battre la Tunisie. Et bon, si je peux aussi avancer, c'est un match qui va se jouer entre la 25e et la 45e minute parce que il y aura une rampe d'observation. Il peut y avoir des éclairs qui peuvent aboutir à un but dès le début du match, que ce soit les deux côtés. Et en plus, en deuxième mi-temps aussi, les deux équipes vont essayer de rentrer dans le match progressivement. Mais à la fin du match, moi, je ne pense pas qu'il y aura prolongation dans ce match-là. On a vu un duo qui a plutôt bien marché, Sadio Mané, Gana Gueye. Est-ce que vous pensez que ce duo fera également mal aujourd'hui à cette équipe tunisienne? Oui, je crois que dans l'axe, on avait eu des problèmes. À chaque fois que, si vous remarquez, le Sénégal s'y joue, ils ont toujours tendance à insister sur les côtés. Jamais qu'ils ont insisté dans l'axe et je crois que c'était une première dans cette compétition qu'ils ont insisté dans l'axe. C'est ce qui a amené ce but et j'espère qu'ils vont aussi insister sur l'axe pour pouvoir avoir quelque chose parce que nous avons des joueurs pour. Il suffit seulement d'insister pour avoir aussi ces genres de brèches-là pour aboutir à un but. Aziz, des individualités des deux côtés, autant chez les Tunisiens que chez les Sénégalais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un duo ou une personne qui va se démarquer? Là, il va falloir de chaque côté rester concentré parce que ce sont des matchs qui peuvent se décanter à n'importe quel moment. Et comme on l'a indiqué, il y a des individualités dans chacune de ces équipes qui peuvent
lorsqu'une opportunité se présente, la saisir et faire la différence. Donc il va falloir, ça va être aussi un duel de techniciens, je pense, parce que c'est vrai que par le passé, Alain Giresse, qui est l'entraîneur de la Tunisie, avait été au Sénégal. Bon, il était parti du Sénégal, je crois, sur un échec. De part et d'autre, il y a cette volonté de montrer que les choses sont différentes et qu'on a une équipe qu'on tient. Donc c'est un défi du côté sénégalais de s'opposer à l'Algérie, pardon, à la Tunisie et de l'emporter pour également se donner confiance pour la suite. C'est sur le papier, de toute façon, par rapport aux données qui sont disponibles, le Sénégal a un avantage pour pouvoir l'emporter. Maintenant, il va falloir traduire cet avantage sur le terrain, le concrétiser par des actions de but, par la détermination. La détermination, Joseph Willy, la Tunisie devra en avoir? Détermination, oui, je pense que c'est deux côtés, entre de Tunisie et de Côte d'Ivoire. Mais ce qui va créer une véritable occasion pour marquer le but, ils vont gagner le match. Parce que tu peux faire le passe devant le but, tu peux mettre ça à côté ou bien tir cadré. Mais si tu as une véritable occasion de marquer le but, tu ne peux pas rater, tu mets. Moi, je vois que si ils peuvent faire comme les autres grandes équipes, dans de premières 15 minutes, tu vas aller chercher le but, tu peux déstabiliser l'équipe. Si première 15 minutes, le Sénégal marque le but, il va complètement déstabiliser l'équipe tunisienne. Il peut aller plusieurs marqueurs, ou bien 2, 3 encore. Mais si Tunisie peut gérer le match, là, ça va révéler maintenant qui va aussi créer la location pour les marquer le but. Le football, c'est ça. Là encore, je me tourne vers le 12e Gaïndé. Aliou Cissé a été beaucoup critiqué au départ à cause de la prestation des Lions. Mais là, tout doucement, Aliou Cissé s'achemine vers, pourquoi pas, un premier titre. Comme on a l'habitude de dire, au Sénégal, nous sommes 16 millions d'entraîneurs pour 16 millions d'habitants. Et c'est normal qu'il soit critiqué. Parce que depuis que Bruno Metsu est parti, nous avons connu 7 entraîneurs. Si nous enlevons la moyenne d'années qu'Aliou Cissé est resté sur le banc, ça évolue aux environs de un entraîneur chaque 2 ans. Donc il y a eu cette instabilité-là. Aliou Cissé est venu. Les gens se posent la question que l'équipe joue, mais elle n'a pas un fond de jeu. Malgré qu'il a un bilan positif des résultats. Et ce qu'on lui demande, c'est surtout que l'équipe puisse remporter cette coupe. Peut-être à un certain moment, le jeu était décousu, mais avec la nouvelle posture de Ghana, on a vu qu'il évolue un peu plus vers l'avant. Il essaie de porter le jeu, d'être ce métronome qui nous a manqué dans cette équipe. Et je pense que malgré qu'il y ait des détracteurs farouches d'Aliou Cissé, là, il est en train de faire de belles choses et c'est normal que tout le monde soit derrière lui en ce moment. Et comment, au niveau du Gabon, vous vous préparez pour regarder cette rencontre? Effectivement, comme nous avons l'habitude de le faire, tous les Sénégalais, de même que tous les supporters des Lions du Sénégal, nous nous retrouverons à chaque fois que le Sénégal se joue dans l'ambassade du Sénégal de Libreville pour suivre les matchs de l'équipe nationale. Et nous avons espoir que nous allons remporter la coupe. Et vous pronostiquez combien pour cette rencontre? Moi, j'ai interdiction, je le rappelle, de pronostiquer cette rencontre Sénégal-Tunisie. Le 12e Gaïndé m'a demandé de ne pas le faire parce que je n'ai pas supporté le Sénégal depuis le début de la compétition. Donc, je ne pronostiquerai pas cette rencontre, mais on attend les vôtres. Vous pronostiquez à combien pour le Sénégal? Le Sénégal est en train de porter son blason de favori. Nous avons battu le Bénin, mais l'écureuil, c'est un petit animal. Là, nous avions faim. Il faudra donner une bonne gifle à la Tunisie, 3-0, et filer en finale. On va faire un tour, que chacun donne ses pronostics. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes venus normalement pour accompagner nos Djambars, les Lions de la Teranga. Micro. Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Alors donc nous sommes venus et nous sommes confiants que nous allons les battre. Ce qui est sûr est que
le Sénégal mènera, comment on appelle ça, le combat. C'est ce qu'on avait à dire. Un combien à 0? Tir au but ou 90 minutes? Pour moi, je donne 2 buts à 0. 2 buts à 0. Un but de Sadio Mané, Gana Gueye. Il y a beaucoup de surprises. D'accord. Merci. Oui, moi je dis quand même, le Sénégal c'est une grande équipe parce qu'ils ont pris de l'ampleur. Quand tu vois Aliou Cissé actuellement, il a vraiment, on l'a critiqué comme vous l'avez dit, on l'avait critiqué. Bon, mais là, il s'est ressaisi. Mais sur le cursus de jeu là, actuellement, il a instauré un jeu vraiment très sensible quand vous voyez. Quand vous voyez Aliou Cissé à un moment donné, moi je me disais qu'il n'a pas une équipe fixe. Il n'a pas une équipe fixe, il change à tout moment. Et là, vraiment, je crois qu'il a trouvé une équipe qu'on peut soutenir, quoi. Une bonne équipe qui va faire la différence. Avec Sadio Mané, Mbaïnian, bon, il n'est pas en forme quand tu le vois, c'est un grand joueur, mais il n'a pas encore dit encore son dernier mot. Mais peut-être aujourd'hui, il va quand même révéler ses compétences, comme tout le monde le critique aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez vous régaler aujourd'hui, sincèrement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est 2-0 pour le Sénégal. On vous prend au mot, on le rappelle, hein, le Sénégal qui jouera face à la Tunisie. Et puis à côté du Sénégal, le match qui, on le rappelle, se déroulera quand il sera exactement 17h. On a un Algérie-Nigeria. Un gros choc également. On a vu l'Algérie, entre griffes, tomber face à une équipe ivoirienne. Et pourtant, l'Algérie nous a montré un très beau jeu depuis le début de la compétition. Mais l'Algérie a quand même failli face à l'équipe ivoirienne. Et l'Algérie rentre pour ces demi-finales face à une équipe nigériane très en forme. Mais c'est comme on l'a dit, on a passé plusieurs paliers de la compétition. On est passé des matchs de qualification aux différents tours. Là, on a affaire à des équipes, en tout cas qui ont un niveau qui n'est pas éloigné les unes des autres. Donc ces équipes-là ont des joueurs qui sont capables d'élever le niveau de leur jeu pour répondre à un adversaire. La Tunisie, l'Algérie ne va plus jamais marcher sur personne parce qu'on n'est plus au match de poule. Ça va être des matchs face à des adversaires qui ont de la qualité. Donc désormais, on va avoir droit à ce qu'on a vu peut-être avant. On espère que le match d'aujourd'hui ne va pas se dénouer au tir au but, mais de toute façon, ce ne sera facile pour personne. Joseph Willy, une demi-finale au parfum de finale. Une demi-finale, le match que... Algérie-Nigeria. Algérie-Nigeria, ça sera un très bon match. Algérie va jouer, dans ces derniers matchs que le Nigeria a joué, ils ont été bien joués. Mais quand on regarde le match contre l'Afrique du Sud, il était bien placé au milieu du terrain. C'est ça qui m'a fait beaucoup plaisir. Même le coach, il a fait le changement derrière. Il a Ahmed Aïna, va rester Aïna, amener encore le Collins. On n'a pas senti ça. Mais je pense que le match, ça va finir en faveur du Nigeria. Ça sera un très très bon match. Mais il faut ajouter, Marie-Paul, que sur les deux confrontations des deux équipes, on a 19 matchs, 19 rencontres, avec un léger avantage pour le Nigeria. Bon, il faut se souvenir aussi que l'Algérie a remporté son premier titre en 1990 face au Nigeria. Et l'Algérie de Rabat Madjer, à l'époque, avait, on va dire, humilié le Nigeria pendant les matchs de poule. 5 buts à 1 pendant les matchs de poule. Et en finale, 1 but à 0. Donc, les confrontations entre l'Algérie et le Nigeria sont souvent rudes. Mais sur les 19 oppositions, comme on l'a indiqué, il y a un léger avantage pour le Nigeria. Est-ce que ça va être déterminant aujourd'hui? Tout va dépendre de l'état d'esprit des joueurs. Un pronostic pour la rencontre? Mais écoutez, un pronostic pour la rencontre, j'ai envie de croire que le Nigeria va s'imposer pour ce que les Super Eagles ont montré. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de réaction qui est intéressante. Ils peuvent encaisser des buts, mais réagir aussi. Donc peut-être que ça va être déterminant. J'ai envie de croire qu'ils vont s'imposer. Joseph Willy, Nigeria, Algérie, vos pronostics?
qui ne sera pas en la faveur de l'Algérie. Je vais, si je ne me trompe pas, 2-1 en faveur du Nigeria. 2-1 en faveur du Nigeria. Voilà. C'est sur ce pronostic de Joseph Willy, 2-1 en faveur du Nigeria, que nous refermons ce numéro, j'y arrive, de Focus CAN. On le rappelle, on aura droit à un Sénégal-Tunisie et un Algérie-Nigeria au cours de ces demi-finales de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur cette note qu'on se dit au revoir et au plaisir quand il sera 14h demain. Hello la famille, African Union.